les Berbères sont des Africains. Ce ne sont pas des Européens. Même s'ils sont blancs, ce ne sont pas des Européens. Les Berbères sont d'authentiques Africains. Et l'on connaît très bien leur origine. Les Berbères naissent d'une triple fragmentation qui se produit il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, en effet, environ 20 000 ans, dans une région comprise entre l'actuelle Érythrée et les hauts plateaux éthiopiens, dans cette zone à peu près, se produit au sein d'un groupe humain assez mal identifié une fragmentation en 3 grands groupes qui vont donner naissance à 3 rameaux linguistiques tout à fait importants au sein d'une même famille. Le rameau proto-sémitique, le rameau proto-égyptien et le rameau proto-berbère. Ces 3 rameaux appartiennent à une famille que les linguistes appellent la famille afrasienne. Famille que l'on désignait il y a encore une dizaine d'années sous le nom de afro-asiatique. L'on croyait encore, il y a une dizaine d'années, que ces populations étaient d'origine asiatique arabe, transplantées en Afrique. C'est le contraire. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit de populations africaines qui ont colonisé ensuite l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, fragmentation qui se produit dans cette région comprise entre les hauteurs de l'Érythrée et le plateau éthiopien, qui se produit il y a 20 000 ans, et qui va donner naissance à 3 grands groupes. Un groupe qui va franchir la mer Rouge, et qui va donner naissance à toutes les langues sémitiques, l'arabe, l'hébreu, etc. Un groupe qui va remonter le long de la vallée du Nil, et qui va donner naissance aux proto-égyptiens, donc aux langues de l'Égypte ancienne, et le 3e groupe qui va partir à travers la partie nord-ouest du Sahara, qui va coloniser tout le nord du Sahara et toute l'Afrique du Nord, ce sont les proto-berbères, donc les ancêtres des berbères. Et cet article est fondamental parce que c'est un article qui est basé sur les études génétiques, je n'entre pas dans le détail, de la population égyptienne d'aujourd'hui. Et un système d'analyse sur les haplotypes, qui est très savant, il faut être vraiment spécialiste pour s'y retrouver, montre que le fond ancien de la population de l'ancienne Égypte était berbère. C'est tout à fait extraordinaire. Et les analyses génétiques montrent que plus on va vers le sud, et moins il est berbère, et plus il est nubien, et plus on va vers le nord, et plus il est berbère, ce qui est évident. On savait depuis, ce que l'on voyait depuis toujours, l'Égypte était un pays blanc, la Nubie était un pays noir, et les thèses afrocentristes de Cheikh Anta Diop et de Martin Bernal sont pulvérisées par la génétique. Toutes les critiques historiques que nous faisions sont confirmées là par la génétique. C'est une révolution dans l'histoire, je dis bien, c'est un séisme dans l'histoire de l'Afrique. C'est un séisme, pourquoi ? Parce que nous avons là, par les études génétiques, la preuve, premièrement, que les anciens Égyptiens étaient des Blancs, mais plus important, qu'ils étaient berbères. Et lorsque je mets en avant l'hypothèse, par les apparentements artistiques, par les styles artistiques, de la même matrice culturelle, rassemblant les anciens Égyptiens et les chasseurs nomades du Sahara oriental, eh bien, j'avais vu juste. Et ceci est tout à fait fondamental. C'est une immense avancée dans l'histoire de l'Afrique. Ce qui replace complètement les Berbères au cœur de l'histoire. Les Berbères qui sont là, replacés totalement dans cette histoire de toute l'Afrique du Nord et toute l'Afrique centrale, centre-saharienne, parce que les études de Lucotte vont bien au-delà. Les études de Lucotte montrent que ce fond berbère est encore excessivement important, même en Libye, largement en Égypte, et que l'apport noir est tout à fait secondaire. Par exemple, parmi les haplotypes principaux que l'on retrouve dans la population égyptienne et qui permettent de dire que le fond est ancien, appartenait à telle ou telle population, le fond éthiopien est beaucoup plus important que le fond noir africain. Le fond noir africain ne se retrouve quasiment pas. Ce qui fait alors qu'il va se retrouver à 95% en République centrafricaine ou au Zaïre. Donc toutes les hypothèses de Cheikh Anta Diop, toutes les hypothèses, tout le délire afrocentriste, sur lesquels repose l'histoire officielle de l'UNESCO, sur lesquels repose le congrès de Durban, sur lesquels repose la culpabilisation de l'Europe, tout est faux.
Tout est réduit à néant par la génétique. C'est extraordinaire. C'est une véritable révolution. Tout ce qui a été écrit en histoire africaine jusqu'à la publication de Luc Cotte du mois de juin dernier est à mettre au panier concernant les origines des populations actuelles de l'Afrique. C'est fondamental. J'aimerais pas être à la place des afrocentristes.
Essayons maintenant de savoir ce que sont devenus les rescapés de la catastrophe qui engloutit l'Atlantide. Il ne faut pas compter sur Platon pour cela. Platon n'en dit pas un mot. En revanche, les textes égyptiens, les textes des pyramides, nous décrivent très en détail le trajet qu'ont suivi ces rescapés. Un immense avantage, c'est que les noms géographiques cités par les textes égyptiens sont restés à peu près inchangés jusqu'à nos jours et se retrouvent sur une carte d'Afrique. Les bateaux ont abordé sur la côte du Maroc au cap Rère, qui de nos jours s'appelle le cap Guire. C'est à peu près le même nom. Les survivants ont emprunté ensuite la vallée du Souss. De nos jours, c'est l'Oued Souss. Cette région a pris le nom de Baha. En égyptien, Baha signifie inondation. C'est encore son nom actuel. D'ailleurs, une tribu berbère se nomme Haït Baha, ce qui veut dire les fils de l'inondation. Une autre tribu berbère s'appelle Haït Ament, ce qui veut dire les fils d'Amentet. Les survivants arrivent dans la région du Touat. Les textes égyptiens l'appellent le Touat et de nos jours, elle s'appelle encore le Touat. Ils atteignent Gat, traversent le Fezzan en Libye. Ils passent par Djagaboub au nord-est de la Libye et aboutissent enfin au Nil. Et tous ces noms se retrouvent exactement sur des cartes géographiques modernes, ce qui est une preuve formelle de la véracité de leur dire. En conclusion, cette migration, à mon avis, ouvre des horizons insoupçonnés sur le passé de l'humanité. Malheureusement, les milieux universitaires ne montrent pas beaucoup d'empressement à en étudier les détails. À mon avis, voilà ce qui s'est passé. Après le cataclysme, le souvenir de ces événements bien réels s'est estompé et une mythologie s'est constituée. Le royaume des morts, au sens propre, c'est-à-dire Amentet, l'Atlantide engloutie, est devenu le royaume des morts au sens religieux, au sens figuré. Il est frappant que dans la région égyptienne, le Touat était une sorte de purgatoire qu'il fallait traverser avant d'arriver au royaume des morts. Or, la migration des survivants a traversé le Touat, région du sud-est de l'Algérie, avant d'arriver jusqu'au Nil en Égypte. C'est de là que vient cette croyance que à la mort d'un homme, son âme devait refaire d'est en ouest le trajet que ses ancêtres les Atlantes avaient fait d'ouest en est. Et ce voyage se faisait sur la barque d'Isis. Il est frappant à ce sujet que la barque d'Isis est toujours représentée voguant d'est en ouest, ce qui prouve qu'elle ne vogue pas sur le Nil, puisque le Nil coule du sud vers le nord. Si tout cela est vrai, eh bien il faut en conclure que la civilisation qui a influencé les autres civilisations, au moins de part et d'autre de l'Atlantique, c'est la civilisation des Atlantes, dont en fin de compte nous sommes les héritiers.
Et toi, tu remets en cause, en fait, quand même, un certain nombre de, comment on pourrait dire, de poncifs. De poncifs, voilà, qui ont été établis depuis longtemps, mais qui sont en plus enseignés. Ah oui. Ce sont pas, c'est ce qu'on forme. Je veux dire, c'est une pensée à laquelle on formate les gens. C'est l'histoire officielle. C'est l'histoire officielle, voilà, c'est l'histoire officielle. Et toi, tu remets en cause donc cette histoire officielle sur tout un tas de sujets. Alors, depuis les origines. Depuis les origines, voilà. Depuis les origines. Alors déjà, il y en a un. Bon, alors on va mettre les pieds dans le plat direct. C'est la fameuse, comment dire, antériorité donc des Noirs sur l'histoire égyptienne et alors les travaux de Cheikh Anta Diop, parce que c'est un peu le péché originel, ça. Oui, alors Cheikh Anta Diop, soyons clairs, moi je veux pas vexer les jeunes camarades africains, il y a l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, etc. Bon, je veux pas casser une idole, c'est pas du tout ça. Je veux remettre les choses dans le contexte. Cheikh Anta Diop écrivait dans les années 1950. Oui. Bon. L'histoire a complètement évolué depuis. Dans les années 1950, l'archéologie africaine balbutiait. Il n'y avait pas d'études génétiques. Non. La lexico-statistique appliquée à l'archéologie des langues n'existait pas. Donc, Cheikh Anta Diop est parti sur une intuition avec des rapprochements totalement artificiels. Par exemple, il a dit, oui, l'Égyptien est proche du sérère. Oui, tout à fait. Bon. Et il va prendre des duplications de toponymes et il va rapprocher cela. Par exemple, Serre, Sar, etc. Or, c'est un contresens complet. Parce que depuis, il y a eu des études qui ont été faites sur la lexico-statistique, sur l'origine des langues. Or, le sérère appartient à une famille linguistique qui n'est pas la famille de l'égyptien. L'égyptien ancien est une langue aphrasienne, ce qu'on appelait une langue afro-asiatique avant. Non, on parle d'aphrasien. Le sérère est une langue nigéro-kordofanienne. Donc ça n'a rien à voir. C'est comme si tu veux comparer une poule et un canard. Ça n'a rien à voir. Deuxième élément, à l'époque de Cheikh Anta Diop, il n'y avait pas d'études génétiques. Or, les travaux de la génétique ont montré aujourd'hui que les anciens Égyptiens, dans la partie qui a créé l'ancienne Égypte, c'est-à-dire au nord de la première cataracte, c'est des Berbères. Ce sont des Berbères. Ils n'ont rien à voir avec les populations nubiennes. On a par les études génétiques, on sait très bien quelles sont les populations. Donc, si tu veux, le problème de Cheikh Anta Diop, c'est pas un problème. C'est qu'il écrivait à une époque où il est bien évident que les éléments scientifiques qui sont à notre disposition maintenant, qui permettent de dire que, bon, Cheikh Anta Diop s'est trompé. C'est exactement comme si on écrivait aujourd'hui l'histoire de France en se basant sur ce que l'on disait au XVIIIe siècle, en disant que la France était créée par des fugitifs troyens. Après la victoire des Grecs, les Troyens fugitifs se sont réfugiés et ont donné naissance à la lignée qui va donner naissance à la France. C'est ce qu'on croyait au XVIIIe siècle. Bon, c'est à peu près la même chose. C'est exactement la même chose. On sait maintenant par l'histoire, etc., que c'est pas le cas. Alors, donc, Cheikh Anta Diop, si tu veux, représente pour moi une butte témoin de la pensée philosophico-historique africaine des années 50, mais qui est complètement obsolète. Dernier élément de Cheikh Anta Diop, on dit les Égyptiens étaient noirs. Alors, je t'ai expliqué par la génétique que ce n'est pas le cas. Et si tu veux, on a quand même l'étude des momies. On a des milliers de momies. Nous avons les représentations. Les Égyptiens se représentaient. Et moi, dans mon livre, je publie. Quand les Égyptiens représentaient les Berbères, ils les représentaient avec des traits particuliers. Quand les Phéniciens, avec des traits sémitiques. Quand ils représentaient les Noirs, ils représentaient les Noirs. Et eux, ils se représentaient d'une manière différente. Donc, si tu veux, on a des tas d'éléments qui font que... Alors, dernier élément de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, et c'est là, si tu veux, où tout est mélangé. Cheikh Anta Diop dit, oui, mais de toute façon, il y a eu des pharaons noirs. Bien sûr, mais attendez, remettons les choses dans l'ordre. Grosso modo, allez, à la louche, l'Égypte démarre, grosso modo, 3500 ans avant Jésus-Christ, on est d'accord. Pendant quasiment 3000 ans, nous avons les pharaons qui se succèdent, les dynasties, etc., peu importe. Et
en 702-704 avant Jésus-Christ, pendant un siècle, effectivement, il y a une invasion nubienne qui se fait avec ce que vont appeler les pharaons noirs qui vont ensuite... Donc c'est comme si on te disait dans 2000 ans, mais les Ulcapés étaient noirs ou étaient musulmans. Parce que, regardez, dans les années 2000 et quelques, dans la banlieue parisienne, il y a des noirs et il y a des musulmans. Donc la France d'Ulcapé a été créée par des noirs ou par des musulmans. On est dans le syllogisme le plus complet, tu comprends? Alors, j'ai un grand respect pour Cheikh Anta Diop. Parce que Cheikh Anta Diop a été c'est un précurseur, Cheikh Anta Diop, parce que c'est un homme qui n'avait pas les formations scientifiques que l'on a maintenant, mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un des années 50 de ne pas connaître les techniques archéologiques et de lexico-statistiques et des études par les gènes que l'on utilise maintenant comme science auxiliaire de l'histoire. Mais il a eu, si tu veux, une idée assez géniale, qui était de montrer une sorte de globalité il a postulé une civilisation africaine. Bon, il s'est trompé. Il a postulé également que toutes les découvertes... En fait, le postulat de Cheikh Anta Diop, c'était l'Égypte a tout inventé, or l'Égypte est des Noirs. Donc, l'Afrique a apporté la civilisation. Bon, non, c'est terminé, on n'en parle plus. Alors Martin Bernal a essayé ensuite avec Black Athena de reprendre ça, mais il a été complètement liquidé par les livres de Lefkowitz, etc. Livres non traduits en français d'ailleurs. Les anglo-saxons on fait litière. Enfin, bon, on le savait depuis toujours. Voilà pour Cheikh Anta Diop. Mais si tu veux, ce qui me frappe, c'est de voir que chez les jeunes Africains, encore, au lieu de mettre en avant ce côté pionnier et ce côté novateur de Cheikh Anta Diop, qui aujourd'hui, historiquement, est complètement obsolète, au lieu de mettre ce côté, on continue à mettre en avant les postulats scientifiques de Cheikh Anta Diop. Et là, on rend un mauvais service à l'Afrique. Would the bones support Zahi's contention that the workforce was Egyptian? Before the discoveries at Giza, scientists in Cairo had been analyzing the DNA of modern Egyptians. Now they had managed to successfully extract DNA from the ancient bones. A genetic comparison would be able to establish whether a relationship existed. The results were definitive. People who are living here, they are the same as the people who had been living 6,000 years ago. Okay? And now the moderns are the descendants of these ancient Egyptians. The DNA confirmed a close relationship between the modern Egyptians living in the Nile Valley and the ancient workers who had been buried there. For Zahi, this was an extremely significant find. It proves, for no doubt, that the builder of the pyramids were Egyptian. And you know, if they were not Egyptians, they will never be buried here. They will never be buried in the same method of the ancient Egyptian. You do not have any doubt to tell us that those people were not Egyptians at all. They were Egyptian by blood.